Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette table ronde consacrée à la réparation et à l'upcycling dans le domaine du textile, un avantage environnemental, un défi économique et social. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cet événement qui est organisé dans le cadre de la semaine Demain le textile au fil de l'économie circulaire. Une semaine, donc c'est la 5e édition qui est organisée par Unitex, l'instance représentative des acteurs de l'industrie textile, Textera, le pôle de compétitivité de la filière textile, le CIRI, le Centre international de ressources et d'innovation pour le développement durable, ainsi que le campus des métiers et qualifications textiles. Donc nous sommes aujourd'hui, je disais, réunis pour parler économie circulaire, plus particulièrement pour ce qui concerne la réparation et l'upcycling. L'objectif, c'est de voir comment est-ce que les acteurs de la filière innovent de manière à concilier autant que possible le respect de l'environnement et le développement industriel autour du textile. Pour en parler avec nous aujourd'hui, donc autour de la table, Gaël Courage, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet recherche et développement à l'IFTH, l'Institut français du textile et de l'habillement. Également Bénédicte Desreux, donc vous êtes responsable RSE chez MMG pour Miem Montengo. Philippe Espiard, qui est directeur technique chez Serge Ferrari Group, bonjour. Également Louise Leboucher, qui est cofondatrice de Goodloop, bonjour à vous. Et enfin, pour boucler ce tour de table, Camille Marion Vigne, qui est présidente de WeMeka Factory. Donc, merci à vous toutes et tous d'être là aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez très certainement compris, vous qui nous regardez, nous sommes tous réunis donc autour d'une table. Vous nous regardez en visio. Vous avez donc la possibilité d'échanger avec nous par le chat. Donc, concrètement, vous pouvez nous faire part de vos questions, de vos remarques. Nous nous en emparerons au fil de l'eau de manière à pouvoir nourrir le débat. Et puis avant peut-être de commencer, je me présente rapidement. Je m'appelle Quentin David Hatcher, je suis directeur de publication d'Action Environnement et je suis ravi d'animer cette table ronde autour de l'économie circulaire, une thématique qui m'intéresse tout particulièrement dans le cadre de mes activités professionnelles, vous l'avez compris, activités journalistiques. Et tout de suite, pour commencer dans le vif du sujet, donc avec vous, Gaël Courage. Donc je disais, vous êtes en charge de la recherche et développement à l'IFTH, donc l'Institut français du textile et de l'habillement. Peut-être nous rappeler en fait la mission de l'Institut. Exactement, pas de problème. Alors moi, je travaille au sein du département R&D, exactement, pour tout ce qui est problématique sensorielle et durabilité. L'IFTH, c'est le Centre technique industriel pour les professions du textile, de l'habillement et de la mode. On a une vocation à apporter des réponses techniques, technologiques, un accompagnement aux problématiques, aux besoins des entreprises selon les produits sur toute la chaîne de valeur. Et donc une expertise multidisciplinaire pour accompagner les professionnels dans leurs projets. 4 grands pôles d'expertise à l'Institut, la formation, le transfert de compétences, les tests et essais, donc de gros centres un gros laboratoire à Lyon, le pôle de recherche et innovation avec des plateaux techniques pour accompagner toujours plus loin sur la recherche innovante, et puis de la certification, conformité et réglementation. Aujourd'hui, l'IFTH, il est acteur de la circularité et de la durabilité textile avec plusieurs actions, plusieurs projets en cours, des projets sur le recyclage, des projets sur tout ce qui est gestion des micro-particules à récupérer dans les process, des projets aussi sur des process plus écologiques, économiques en termes d'énergie, et le projet durabilité dont on va parler un petit peu aujourd'hui. D'accord. Donc l'IFTH a vraiment pris à bras le corps la problématique environnementale, l'économie circulaire. Oui, c'est un sujet qui est prégnant autant pour la société que pour nous. Et c'est pour ça aussi qu'on s'équipe, qu'on rentre. Durabi, c'est la première pierre d'un projet de plus grande envergure qui s'appelle Patent et qui va nous permettre d'acquérir toute une plateforme technologique pour suivre encore une fois nos marques, nos instituts, nos entreprises et les accompagner vraiment dans les mesures de tout ce qui fait la traçabilité, la circularité aujourd'hui, la durabilité, tous ces éléments techniques-là, et leur apporter des solutions et créer des références de demain. Alors, Patent, effectivement, on en a parlé lors de la première table ronde qui a eu lieu, donc sur les modèles économiques. On reviendra effectivement sur Durabi. Pour bien comprendre effectivement l'assistance que vous apportez donc aux entreprises du secteur textile, donc si je comprends bien, vous apportez des services spécifiquement aux besoins de l'une d'entre elles, mais également sur des enjeux de filière.
Oui, exactement. En fait, alors moi, en tant que chargée d'études en R&D, je travaille à la fois en B2B avec des entreprises, des prestations privées pour les accompagner aussi dans leur démarche de R&D. Mais je suis aussi pilote de projet de recherche collaborative. Et en ce sens, on travaille en collaboration avec des marques, des académiques, d'autres laboratoires pour aller creuser chaque sujet de recherche. Parce qu'effectivement, l'IFTH a un statut mixte privé-public, c'est bien ça? Voilà, on est centre technique, c'est un statut à part. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Gaël. Je vous propose donc que l'on continue ce tour de table donc, de présentation, que chacun puisse dire qui il est et ce qu'il fait. Donc, avec vous, Bénédicte Dureux, je disais, vous êtes responsable RSE chez MMG Millet Mountain Group. Alors, MMG, ça ne parle pas forcément à grand monde. Millet, par contre, Millet, un peu plus peut-être. Tout à fait. Millet, c'est une marque centenaire, donc je pense qu'elle parle un petit peu plus effectivement que Millet Mountain Group, qui est basée à Annecy, dans les Alpes. Marque centenaire familiale. Et donc, quand David m'a demandé de définir la marque, je pense en fait que la marque, elle se définit bien par son histoire, parce que une marque centenaire qui est née dans les Alpes avec des fondateurs qui étaient complètement férus d'alpinisme, qui est passé le plus clair de leur temps libre au CAF, donc le club alpin, à Annecy, et qui ont rencontré comme ça les plus grands alpinistes qui sont devenus les conseillers techniques de la marque, et ça a forgé finalement tout ce qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est une petite ETI, on est à peu près 200 collaborateurs sur la France et à peu près 600 dans le monde. On a notre siège qui est toujours basé à Annecy. On a une usine en propre en Tunisie. On fait la majeure partie de notre chiffre d'affaires en Europe, mais notre deuxième marché, c'est le Japon. On vend des produits pour les sports verticaux principalement. Donc principalement de l'appareil, mais aussi du sac à dos, du sac de couchage, du petit équipement, des chaussures. Voilà, on a un atelier de réparation dont on va parler un petit peu plus tard dans cette table ronde. Et cet atelier de réparation, il est assez important pour nous puisque c'est vraiment un héritage de notre histoire. C'était un atelier de prototypage à l'origine, donc un atelier dans lequel on faisait tous les prototypes qui étaient destinés aux commerciaux pour qu'ils puissent aller vendre nos produits. Et puis petit à petit, cet atelier de prototypage s'est transformé. Et aujourd'hui, il fait encore un petit peu de prototypage, mais principalement de la réparation pour nos clients et un petit peu de pièces d'études, donc en développement avec les bureaux d'études, le service SAV pour récolter de la connaissance sur nos produits, des choses qui ont bien marché, des choses qui ont moins bien marché, les nouvelles tendances du marché et essayer de travailler des montages qui sont plus pertinents pour nous, pour le marché, pour les sports et puis surtout cette possibilité de les industrialiser dans notre usine. Alors, plus globalement, donc Millet Group, donc on a bien compris effectivement que c'est des vêtements textiles, donc très souvent du synthétique. Pour autant, on l'a bien compris effectivement dans l'approche de départ, il y a une approche très nature effectivement dans le groupe. Comment est-ce que vous arrivez à concilier justement les deux? Le fait que d'un côté on a du synthétique et de l'autre une approche assez naturelle. Aujourd'hui, dans le milieu du sport, on utilise principalement des milieux synthétiques puisqu'ils nous donnent des propriétés qui sont importantes pour la pratique de ces sports, notamment le polyester et le polyamide. Ce sont aujourd'hui des matières dont on n'est pas capable de se passer. On y travaille, mais on n'est pas capable de s'en passer. Néanmoins, sur beaucoup d'articles textiles, on utilise des matériaux naturels, notamment de la laine sur tous les base layers. On utilise du cuir sur les gants, sur les chaussures également. On utilise du coton. Mais bon, je vous mets à l'épreuve Alors, c'est effectivement en montagne avec un t-shirt en coton, c'est pas très agréable. Aujourd'hui, on n'a pas cette solution d'utiliser des matériaux naturels pour la pratique des sports, en tout cas sur tous les produits. Mais ça ne veut pas dire qu'on y réfléchit pas. Alors, l'idée de ma question, c'est effectivement pas de pointer forcément le synthétique, c'est surtout de savoir effectivement, comme il y a cette base du fait qu'on est obligé à ce jour d'utiliser du synthétique, comment est-ce qu'on peut néanmoins s'accorder avec l'approche nature du groupe, donc notamment en développant l'économie circulaire. Donc, vous disiez qu'il y avait effectivement un atelier de réparation. Absolument. Quelles sont les actions que vous menez par ailleurs, effectivement, pour essayer, non pas de compenser, mais en tout cas d'accompagner effectivement la démarche RSE du groupe? Alors, on fait
On a pas mal d'actions qu'on met en place. Aujourd'hui, on travaille énormément sur toutes les analyses de cycle de vie de nos produits. On s'est doté d'un outil. Donc, on a acheté des licences sur un outil qui fait des ACV et qui nous permet de calculer l'impact de chacun des produits qu'on met sur le marché. Et en fait, c'est assez intéressant parce que ça nous permet d'avoir une vision très micro sur chaque produit pour essayer d'améliorer le produit lui-même, mais aussi d'avoir une vision un peu plus macro sur l'ensemble d'une catégorie de produits ou l'ensemble de la collection elle-même, sur un sport, sur voilà, ça peut être plein de choses différentes. Et donc, ça nous permet d'une part d'aller travailler les produits en tant que tels, mais aussi d'aller regarder d'un point de vue composant, par exemple, quels sont les composants les plus impactants par rapport au volume qu'on utilise. Et aujourd'hui, avec l'outil qu'on utilise, on se rend compte que le matériau, le composant le plus impactant qu'on ait, c'est le cuir, malgré les volumes qu'on utilise. D'accord. Et j'ai noté aussi que vous disiez que vous aviez une usine donc, en Tunisie. C'est une volonté délibérée d'être proche du marché européen, même si on a compris aussi que vous adressiez de manière secondaire, mais quand même néanmoins très importante, le Japon. Oui, alors l'usine qu'on a, elle est historique aussi. Ça fait très longtemps. Alors cette usine-là, pas trop, parce qu'on en avait une autre avant et on a déménagé. Mais ça fait très longtemps qu'on est industrialisé. Donc c'est aussi quelque chose qui est dans nos gènes, finalement, dans les gènes de l'entreprise. Et puis, quand toutes les marques ont tout délocalisé en Asie, les dirigeants de la boîte ont décidé de garder cette usine qui était vraiment quelque chose d'important pour eux, qui était pas quelque chose dont on voulait se passer, puisque on était industriel, on a ce savoir-faire industriel et on ne voulait surtout pas le perdre. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a bien fait. Très bien. Alors, je saisis la balle au bon. On a une remarque donc, de Mathilde Burgy qui nous suit en direct et qui nous écrit qu'on redécouvre les propriétés du chanvre et du lin pour les vêtements techniques hiver. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que vous y travaillez chez Livet? Oui, on y travaille. Ça ne veut pas dire qu'on a encore trouvé la solution de les intégrer correctement. Et ça ne veut pas dire qu'on a trouvé la solution pour qu'ils remplacent complètement les matériaux qu'on utilise aujourd'hui. Mais oui, c'est des pistes qu'on creuse, effectivement. D'accord. Oui. Ok, merci à vous pour cet éclairage donc, sur Millie Mountain Group. Je vous propose qu'on continue le tour de table avec vous, Philippe Espiard. Donc, vous êtes directeur technique de Serge Ferrari Group. Alors concrètement, Serge Ferrari Group, quelle est votre activité? Alors, Serge Ferrari Group, nous sommes donc une ETI française, puisque nous sommes basés, le siège social est basé en région Rhône-Alpes, à la Tour du Pin, plus précisément. Et nous sommes actuellement donc plus de 1200 collaborateurs répartis dans le monde. Donc, même si nous sommes une ETI française, nous avons une présence mondiale. Nous avons 5 unités de fabrication en Europe et en Asie, donc en Allemagne, Suisse, Italie et Taïwan. Et donc, notre activité consiste à développer des membranes souples composites, en particulier pour le domaine du bâtiment et de la construction. Et en fait, l'ETI a été construite sur une innovation, on est parti sur une innovation qui s'appelle le procédé pré-contraint, et qui permet de conférer aux produits en fait, des performances mécaniques et d'allègement particulières par rapport à des membranes composites classiques. Et donc, c'est cette base-là qu'en fait, Serge Ferrari s'est développé, s'est construit, et continue également de se développer. Alors, effectivement, je rebondis tout de suite sur votre présentation pour dire effectivement quand on adresse le marché du textile, on ne parle pas nécessairement que de l'habillement, vous en êtes la preuve vivante effectivement autour de cette table ronde. Vous parlez de technologie pré-contrainte. Alors, pour ceux qui connaissent le bâtiment, je ne suis pas sûr qu'ils soient très nombreux à nous écouter, mais on connaît à peu près tous le béton pré-contraint. C'est quoi le tissu? Ça peut s'apparenter, c'est dans le sens où en fait, on crée sur le tissu déjà tissé, on va créer au moment de l'induction, parce qu'on fait des inductions polymériques sur les produits, on va créer une contrainte, une tension sur la membrane qui va lui conférer en fait des performances mécaniques supérieures à des membranes classiques. Par ailleurs, nos membranes, on a la spécificité d'être complètement intégrés dans notre processus de fabrication, c'est-à-dire que nous fabriquons nous-mêmes nos fils de polyester. Donc, nous contrôlons complètement toute la chaîne de fabrication, de la chimie du polyester, des chips jusqu'au fil. Et donc, nous utilisons par ailleurs des fils de polyester de haute ténacité. Donc, c'est la combinaison de l'ensemble de ces processus qui nous permet d'avoir des membranes particulières en termes de performance mécanique. Et donc là, vous pouvez voir quelques applications de nos grands marchés, en fait, sur lesquels on est présent. Et ça nous permet justement d'avoir, étant donné qu'on a des performances très élevées, ça nous permet d'avoir des produits allégés,
tout en maintenant la performance mécanique. Et donc, un de nos grands marchés, c'est l'architecture tendue. Donc, un de nos projets récents et emblématiques, c'est la couverture du stade central de Roland-Garros, de toit rétractable. Hein, et on est très présent en fait sur beaucoup de grands projets. Hein. On était présent aux Jeux Olympiques, hein, par exemple. Hein, donc, la couverture du Grand Palais en fait, était des membranes Serge Ferrari. Et donc là, l'architecture tendue est vraiment un de nos métiers traditionnels et emblématiques. Vous pouvez comprendre que sur des applications comme ça, on a besoin d'avoir des performances très élevées en termes de durabilité, parce que là, on s'adresse à des applications qui ont plus de 30 ans de durée de vie, hein, sur les produits. Donc, à la fois en performance mécanique, mais également en durabilité esthétique, vieillissement, tenue aux UV, etc. Et bien sûr qu'on est dans le domaine du bâtiment, les propriétés de feu sont capitales. Donc, on a énormément de contraintes techniques qui sont liées à nos applications. À côté de l'architecture tendue, on a aussi la partie donc, structure modulaire, donc on va dire, dans un langage plus familier, le domaine des tentes, qui est très vaste. Hein, ça va des applications du stockage industriel, des applications industrielles, stockage temporaire, mais qui peut être quand même plusieurs années. Ça peut être aussi l'événementiel, aussi, hein, l'utilisation de applications pour l'événementiel. Et puis, comme là, on peut voir sur la photo, l'application glamping qui se développe de plus en plus, hein, donc le camping de luxe, où là, tout à l'heure, on parlait du lin, hein, on a développé des produits à base de lin, hein, de produits à base de lin, donc c'est des choses aussi sur lesquelles on travaille. On ne travaille pas que sur le polyester, mais sur d'autres types de fils. Et puis un autre domaine aussi où on est très présent, c'est la protection solaire, où là, l'impact environnemental est significatif. Au-delà, je dirais, du confort personnel que l'on peut avoir chez soi, on s'adresse aussi beaucoup au marché du tertiaire, hein, donc c'est les grandes infrastructures, les hôtels, les aéroports, les gares, les bureaux. Et là, bien sûr, la protection solaire va nous permettre d'avoir un bon contrôle, on va dire, de la lumière, donc le confort visuel, mais également le confort thermique, puisqu'on va être capable de contrôler l'apport thermique dans les bâtiments. Donc, par rapport aux bâtiments, mais également, on commence à s'adresser aussi au confort thermique et la protection, on va dire, thermique dans les lieux publics, type ombrage, dans les rues, etc. Donc, c'est un marché qu'on est en train de regarder. Et puis, on a d'autres applications, on va dire, dans le domaine du mobilier, où là, c'est un peu particulier aussi. Donc là, on touche un petit peu aussi, monsieur, dame, tout le monde. Mobilier particulier en extérieur, et la marine, qui est pour nous du mobilier flottant. Donc voilà, là, ce sont nos 4 grands marchés traditionnels où on fait nos plus grosses activités. À côté de cela, on a des marchés qui sont quand même importants, mais qui sont encore en pleine expansion. On a le domaine du biogaz, qui prend aussi de plus en plus d'ampleur en Europe, hein, donc très présent en Allemagne, qui se développe dans les autres pays, où là, on fabrique en fait les dômes, hein, d'étanchéité de ces bioréacteurs, où là, on a besoin d'avoir des particularités de performance, hein, d'étanchéité au méthane en particulier. Et on a le domaine vraiment environnemental, où on intervient sur tout ce qui est rétention d'eau, en particulier en montagne, pour faire des lacs artificiels de montagne. Et là, bien sûr, on a des contraintes d'alimentarité qui sont présentes, hein, que l'on doit respecter. Alimentarité. C'est-à-dire que le produit ne relargue pas de composés. D'accord. Si je peux dire. Ok. Et puis, dans le domaine du bâtiment, on a des membranes imperrespirantes, donc qui sont vraiment des membranes, on va dire, qui servent à protéger l'enveloppe des bâtiments imperrespirantes, c'est-à-dire que la membrane va empêcher l'eau de pénétrer dans le bâtiment, mais va permettre au bâtiment de respirer, donc la vapeur d'eau va passer à travers la membrane. Donc, ça va être tout ce qui est membrane, étanchéité des toitures. Là, il y a un exemple de façade, donc là, c'est aussi un marché qui est en développement, où on a des produits, parce que le bâtiment est très exigeant en termes de performance aussi, on a des produits non combustibles, classés en Euroclasse A2, voire maintenant récemment A1 aussi. Et puis, un autre marché qui est en émergence, c'est le domaine automobile, où là, cette activité est arrivée chez nous via des acquisitions, et là aussi, on a la protection solaire de l'automobile qui est présente, hein, via les écrans, d'écrantage des toits vitrés, et également tout ce qui est cache porte-bagages enroulable des véhicules. Donc, vous voyez, donc on a un portefeuille d'activités très diverses, et beaucoup de ces activités tournent autour du bâtiment, de l'éco-conception aussi, parce que derrière tout ça, il y a tous les aspects allègement, hein, des produits, hein, c'est ça qui est extrêmement important. Impact carbone faible aussi, parce que par rapport à des produits traditionnels, l'impact carbone que l'on a évalué sur l'ensemble de nos produits est très faible.
Oui, parce que c'est la question que j'allais vous poser un peu à l'instar de celle que j'ai posée tout à l'heure à Bénédicte. Effectivement, on comprend que vos matériaux sont issus de la chimie, hein, et ce n'est pas une critique, Comme vu beaucoup de l'ancien chimiste, Comme beaucoup de matériaux. par ailleurs, voilà. Mais l'idée, c'est de voir comment est-ce que vous arrivez à concilier effectivement la problématique environnementale avec le développement de votre produit et du coup de votre filière industrielle, notamment à travers l'économie circulaire. Donc, il y a effectivement, donc, tout à l'heure on parlait de la CV. Donc là, manifestement, on fait quelque chose à peu près équivalent. Tout à fait. On Vous ce qu'on appelle les effectivement. EPD, mais qui est la continuité des ACV. En fait, on évalue l'impact carbone de nos produits. Clairement, on sait que nos produits ont un impact carbone très faible par rapport à des produits comparables en termes d'application. Si on compare ça à du béton ou du verre, comme ça, on a des impacts 2 fois, voire 5 fois inférieurs à des matériaux avec des performances très bonnes. Et par ailleurs, donc, dans la continuité de cet ADN du groupe Serge Ferrari, on s'intéresse énormément à tout ce qui est recyclabilité, puisqu'en fait, comme je vous disais, on est intégré en termes de fabrication, donc on est en train de développer industriellement l'intégration de nos produits de fil polyester 100% recyclé. Donc là, maintenant, c'est une vraie réalité chez Serge Ferrari. Ça, c'est un premier point. Et l'autre point qu'on a travaillé depuis, on va dire, 30 ans maintenant, c'est la recyclabilité de nos membranes en fin de vie. Puisqu'en fait, on a été une des premières entreprises à développer un procédé de recyclage de membranes composites polyester PVC, puisque nous avions depuis 1997 une usine en Italie qui s'appelait Texiloop, et qui recyclait ces membranes, donc une usine de plusieurs milliers de tonnes de recyclage, qui s'est arrêtée en 2017 pour différentes raisons, parce qu'on était sur un site industriel chimique, et qu'on est en train de reprendre maintenant sous un angle fort de cette expérience de Texiloop. On est en train de reprendre ce procédé de recyclage à plus petite échelle, à une échelle, on va dire, locale, en mettant en place des petites unités de recyclage. Et donc, on a créé une nouvelle entité qui s'appelle Polyloop, qui est indépendante de Serge Ferrari, qui est une spin-off de Serge Ferrari. Et donc, l'objet de Polyloop, c'est de mettre sur le marché des unités de recyclage de membranes composites. Et donc, Serge Ferrari va recevoir d'ici 1 an la première unité de recyclage à petite échelle. Donc, quand je parle de petite échelle, c'est recyclage de quelques centaines de kilos par jour. Mais on est loin des 1000 tonnes qu'on avait avant dans la grosse usine de recyclage. Alors, sans vouloir anticiper sur la table ronde qui aura lieu la 3e, voilà. qui sera consacrée plus spécifiquement au recyclage, néanmoins, permettez-moi de vous poser la question. Ce recycloop, c'est recyclage chimique ou mécanique? C'est mécanique. D'accord. C'est une séparation. Et vous arrivez à séparer le PVC du polyester? Tout à fait, oui. Et l'intérêt de ces petites unités, c'est que justement, on connaît la matière entrante, donc on connaît la qualité de la matière sortante de ces unités. Donc on est capable ensuite de réintégrer cette matière dans nos procédés. Très bien. Alors, puisqu'on parle de loop, puisqu'on parle de boucle, ça me permet de faire le lien avec vous, Louise Le Boucher. Vous êtes cofondatrice donc, de Good Loop, donc littéralement la bonne boucle. Alors, de quelle boucle s'agit-il? Alors, de quelle boucle s'agit-il? Déjà, le constat, avec mon associé Solène, on est tous les deux animés par les sports outdoor et notamment la beauté des terrains de pratique dans lesquels on effectue le sport outdoor. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était plus facile quand on avait un petit accroc ou une fermeture éclair qui cassait sur notre vêtement, de le remplacer plutôt que de le réparer. Pourquoi? Parce que sur des vêtements techniques, eh bien, une couturière de quartier n'est pas forcément équipée avec les accessoires spécifiques, par exemple des fermetures éclair étanches, ou des matières un peu plus robustes comme le Gore-Tex ou le Cordura qui sont adaptées aux activités extérieures. Alors après, on s'est dit, on peut s'adresser à la marque. Millet est une exception avec un atelier de réparation, mais la majorité des marques ne proposent pas la réparation et bien souvent, ils remplacent le produit. Donc on s'est dit, finalement, il est bien plus facile, il pourrait être plus facile de réparer, plus économique, et notamment dans l'outdoor où en plus il y a une forte attache écologique aussi, écologique et émotionnelle à ces vêtements, parce qu'on a vécu plein de belles aventures avec et on a bien souvent envie de les prolonger. Donc c'est pour ça qu'on a cofondé toutes les deux Good Loop, qui est le premier acteur digital et omnicanal de la réparation outdoor. Pourquoi premier acteur digital? Parce qu'aujourd'hui, quand on veut réparer un textile technique, les couturiers spécialisés sont souvent non digitalisés, au pied des montagnes, avec des délais qui sont très longs. Qu'est-ce que vous appelez un acteur digital ou digitalisé? Alors, un acteur digitalisé, nous, en gros, notre mission, c'est de rendre la réparation simple et accessible pour qu'on puisse simplement en fait, commander sa réparation comme on le fait dans beaucoup de nouveaux modes de consommation d'aujourd'hui, donc via Internet, et que ce soit accessible partout en France.
Donc notre mission, bien sûr, c'est de réduire considérablement l'impact de l'industrie outdoor et de changer ce paradigme d'accompagnement au changement pour que réparer devienne un peu un nouveau réflexe par rapport à racheter une nouvelle veste ou une nouvelle doudoune. Donc concrètement, moi j'ai un vêtement technique, j'arrache ou je fais un trou, j'ai mon zip qui casse. Donc ça veut dire qu'en gros, je me rends sur votre site internet. Et qu'est-ce qui se passe derrière? C'est ça, vous avez raison, je suis sûre que ça vous est tous arrivé la veille d'une randonnée ou de partir au sport d'hiver, de vous rendre compte que vous avez une fermeture éclair qui ne marche plus. Et là, c'est la panique. Et l'idée de Goodloop, c'est de pouvoir se rendre sur notre site internet. On a développé un parcours digitalisé où, en fait, en l'espace de 8 questions, il y a derrière près de 400 réparations qui sont répertoriées. Et en sélectionnant au fil de l'eau la spécificité de la réparation, on arrive sur un prix unique qui est affiché et qui est un vrai levier, en fait, parce que quand on va chez une couturière ou un couturier quartier, on ne sait pas combien ça va nous coûter et on ne sait ni non plus les délais. Là, on s'engage sur 15 jours avec un prix qui est clair et transparent. Et puis, vous devez savoir, dans le textile, depuis novembre dernier, depuis novembre 2023, il y a le bonus réparation qui est une aide de l'État qui a été développée et Goodloop est labellisé, donc ce qui fait que les pratiquants outdoor peuvent bénéficier de réductions qui sont appliquées automatiquement sur notre site. Donc, ça va de réduction de 6 à 15 euros. Donc, c'est hyper avantageux, notamment sur un changement de zip, d'avoir 15 euros d'aide. Et donc, l'idée, c'est aussi d'inciter les gens à la réparation parce qu'on sait que c'est un changement de comportement qui est long, qui sera long. Beaucoup de personnes sont prêtes à faire réparer. Dans les sondages, on le voit. Mais après, quelles sont les personnes qui réellement font réparer? On a beaucoup de déperditions. Donc, l'enjeu, c'est de rendre accessible la réparation pour que ce soit plus un frein, mais plutôt un réflexe à adopter dans un mode aussi de vie où on est plus sur de la sobriété, avec des pouvoirs d'achat aussi qui diminuent, etc. Donc, c'est aussi un avantage économique de pouvoir réparer ses vêtements outdoor. Donc, on a bien compris que sur votre site internet, on peut effectivement avoir une cotation, on va dire un devis finalement sur la réparation. Derrière, qu'est-ce qui se passe? On vous l'envoie. Derrière, on accède un peu à un panier classique de e-commerce, c'est-à-dire qu'on choisit. Oui, tout à fait. On peut choisir ce mode de livraison. Donc, on travaille avec des magasins partenaires qui nous servent de point de collecte, qui sont aussi ravis de pouvoir proposer un service aux clients en magasin de réparation. Parce que bien souvent, quand la marque ne propose plus la garantie, le vendeur se retrouve un peu perdu face à son client en lui proposant pas de solution. Et donc, ensuite, on récupère les réparations dans notre atelier de réparation à Lyon, qui centralise toutes nos commandes. On a un atelier de 100 mètres carrés, on a un espace machine équipé et adapté avec tout l'approvisionnement matière spécifique. Et d'ailleurs, on travaille conjointement avec Millet, qui expert aussi avec son atelier de réparation. On travaille sur des sujets sur l'approvisionnement des matières, etc., pour mutualiser nos efforts et nos achats. Donc, il y a un vrai travail d'optimisation de nos process. Et une fois que le vêtement est réparé, on renvoie sous 15 jours au client dans l'endroit qu'il a sélectionné, donc un magasin point de collecte, un point relais ou directement chez lui. Alors aujourd'hui, pour avoir un petit peu une idée, on va dire en termes de volumétrie, déjà depuis combien de temps existe Goodloop, combien de collaborateurs, combien de réparations par mois, par an, qu'on essaye un petit peu d'évaluer finalement l'impact que vous avez effectivement concrètement. Oui, complètement. Alors, Goodloop s'est créé en 2022. Au début, on s'adressait uniquement aux particuliers et depuis fin 2022, on s'adresse également aux marques outdoor. Comme je le soulignais au début, beaucoup de marques ne proposent pas la réparation parce que tout est créé et confectionné en Asie. Et donc, on leur sert de partenaires prestataires de réparation dans le cadre de leur garantie. Donc, aujourd'hui, on travaille avec une vingtaine de marques. Avec les particuliers, aujourd'hui, on est à peu près sur 2000 réparations sur l'année 2024. Et aujourd'hui, on est une équipe de 7 personnes. On a donc du coup la partie atelier. Nos bureaux sont juste à côté, donc ça nous permet d'avoir une vraie proximité avec les équipes et aussi d'être au plus près des produits à réparer. Et puis, on a également une couturière qui travaille avec nous à Annecy, parce qu'Annecy est un bassin de pratiquants outdoor qui est très fort. Et donc, pour répondre à cette problématique de délai, on a une personne sur place qui est équipée et dédiée à la clientèle d'Annecy. Bénédicte, on a compris que vous travaillez effectivement avec Goodloop autour de la réparation. Vous aviez également un atelier spécifique à la réparation. Quel type de collaboration tous les deux? En fait, je crois qu'on connaît Goodloop quasiment depuis la naissance de Goodloop.
parce que Solène, l'associée de Louise, s'est tout de suite mis en contact avec nous et était venue visiter l'atelier qui est dans nos locaux pour voir comment on était organisé et puis voir s'il y avait des collaborations qui étaient possibles. Et voilà, on a tout de suite apprécié le contact avec Solène et avec Louise. Donc, on a travaillé assez rapidement ensemble sur l'étude de réparation qu'on vous présentera après, mais aussi en parallèle sur l'approvisionnement de composants, parce que Goodloop a besoin de composants. Nous, on a des composants dans notre usine qui alimentent notre atelier et il faut le dire, on a des composants qui dorment parfois dans notre usine en certains temps. Donc, ça nous permet de les aider de ce point de vue-là. Et oui, donc, voilà, ça a créé une facilitation avec eux. D'accord. Et pour vous, il y a quel intérêt pour Mi Mountain Group de travailler autour de la réparation plutôt que de se dire, effectivement, comme on l'a entendu, hein, certaines marques qui préfèrent vendre, plutôt être dans une logique de remplacement que dans une logique de réparation? Disons qu'on vend des produits qui sont des produits de qualité, qui sont des produits qui durent. On ne vend pas des produits de fast fashion. On ne vend même pas des produits d'habillement à proprement parler. On vend vraiment des produits dont les gens vont se servir un certain nombre de temps. Et en fait, on s'est rendu compte que les produits ne sont même pas utilisés à la hauteur de ce pourquoi ils sont faits. Donc, notre objectif, c'est de mettre sur le marché des produits qui vont durer le plus longtemps possible. C'est un vrai positionnement. C'est un vrai positionnement de la marque. Très bien, merci à vous. Avant qu'on parle d'upcycling, qui est un peu l'étape d'après, je voudrais revenir avec vous, Philippe, sur la question de la réparabilité. Tout à l'heure, vous nous avez parlé effectivement de la recyclabilité de vos produits. Qu'est-ce qu'il en est de la réparation? Est-ce qu'ils sont OK pour être réparés, alors même qu'effectivement, on a compris que c'était des grandes infrastructures? Oui, également, on ne parle pas de la même échelle, hein, mais également, on intervient aussi sur des réparations, c'est, on va dire, anecdotique. Hein. Mais il arrive de temps en temps qu'on ait des interventions à faire, et là, on a mis en place ce qu'il fallait en termes de conseils et d'éléments de réparation pour intervenir sur nos chantiers. Et donc ça, c'est vous qui intégrez vous-même effectivement des équipes en charge de la réparabilité? Alors, nous, on n'intervient pas en termes de réparation sous équipe, mais on fait les recommandations en termes de prescription et d'outillage et d'éléments à utiliser pour les réparations, lorsqu'elles sont nécessaires. Donc, vos tissus techniques, là aussi, ils peuvent être réparés. Très bien. Merci à vous pour ces éclairages. Camille Marion Vigne, je disais, vous êtes présidente de WeMeka Factory. Donc, vous, ce qui vous anime tous les jours, pardon, c'est l'upcycling, pardon. Alors déjà, peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers de cet anglicisme, nous rappeler de quoi il s'agit. Alors, l'upcycling, c'est le fait de réutiliser un produit qui est en fin de vie pour le transformer en un nouveau produit qui a une fonctionnalité différente de la première. Donc, effectivement, c'est redonner vie à un produit pour vraiment le réutiliser totalement. Donc, textile, il y a un très gros enjeu parce qu'il y a beaucoup de déchets textiles. On le sait tous ici, c'est un peu ce qui est finalement notre point commun. Et du coup, juste pour revenir au début de l'histoire, WeMeka, c'est une structure qui a été créée, que j'ai créée en 2020. Notre activité, c'est un bureau d'études où on met au point et on développe des produits textiles pour des marques de luxe, des collectivités publiques, des entreprises ou des marques en naissance. On a la particularité d'avoir intégré dès le départ l'éco-conception à notre façon de réfléchir les produits et de les penser. Donc en essayant d'aller chercher des matières qui soient le plus naturelles possible, d'utiliser des stocks dormants, d'accepter de faire de la petite série, etc. Et ces choix-là ont fait qu'on se doit d'avoir dans notre atelier de production, puisque du coup c'est notre deuxième activité, on se doit d'avoir beaucoup de flexibilité et beaucoup d'agilité dans notre process de production, puisque la petite série demande des changements très réguliers. Donc ça, c'est la base, c'est ce qui existe aujourd'hui. On est une équipe d'une vingtaine de personnes, on fait à peu près 1 million de chiffre d'affaires cette année, donc une très grande expansion, un super chouette projet. Et parallèlement à tout ça, moi, il y avait vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, c'était l'upcycling, parce qu'en fait, quand on essaye de s'intéresser à tout ça, on s'intéresse forcément à la fin de vie de ce qu'on produit.
Et voilà. Et donc, du coup, on travaille depuis maintenant 2 ans. Alors, on a principalement travaillé avec des professionnels et avec des collectivités parce qu'en fait, le gisement est un gisement qui est plus grand que quand on travaille avec des déchets qui proviennent de déchets particuliers, enfin de ce qu'on récupère dans les bennes. Donc on a travaillé par exemple avec les sapeurs-pompiers du Rhône, avec les vêtements de travail de la métropole, et on a recréé et on a standardisé des produits qu'on pouvait upcycler avec ça. Mais on a essayé de les créer, pas simplement par rapport aux produits, mais par rapport à l'usage que ces sociétés-là pouvaient en avoir. Donc on a essayé de créer des produits qui pouvaient être rachetés par les agents de la métropole, par la métropole elle-même, ou par les pompiers du Rhône, et qui a un intérêt vraiment, voilà. Il faut savoir qu'il y a un autre enjeu dans tout ça, c'est la loi AGEC, qui oblige les entreprises et les collectivités à acheter 20% de leurs achats qui soient issus du réemploi ou de produits recyclés. Et donc voilà, donc il y a un très très grand marché, mais qui aujourd'hui n'est pas du tout, possible de mettre en œuvre, parce qu'en fait, il demande des outils de production qui sont complètement différents de ce qui existe aujourd'hui. Et en plus de ça, les outils de production en France sont aussi de plus en plus rares, comme vous le savez. Donc voilà, donc nous, du coup, en parallèle de tout ça, on travaille sur comment on fait pour standardiser l'upcycling, comment on fait pour produire de l'upcycling en grande série, comment on fait pour réfléchir avec les détenteurs de gisements qui ont des choses qui ne sont pas recyclables à leur revalorisation. Voilà, il se trouve que c'est beaucoup de temps, beaucoup de recherche, etc. Donc voilà, c'est vraiment ce à quoi on s'attarde depuis plusieurs années maintenant. Et en fait, en parallèle de tout ça, on a aussi créé une autre structure du coup qui s'appelle WITRAM, qui est une structure qui a été créée avec un atelier qui s'appelle Les Réparables, qui est basé en Vendée. Les Réparables, pour aller rapidement, Goodloop fait de la réparation sur l'outdoor. Les Réparables fait l'équivalent, mais sur l'ensemble des produits, avec du coup des particuliers, des professionnels et des marques. Donc elle s'intéresse à la transformation et à la réparation en fin de vie, quand nous, via Wikamaker, on s'intéresse vraiment à leur création et à la façon de les penser comme étant plus durables. Et du coup, en fait, le constat de nos 2 structures en parallèle, c'était de dire, nous, on reçoit des demandes d'upcycling sur des produits qui sont très spécifiques, et elle, on lui demande de réparer des choses, mais elle ne peut pas agir sur comment on fait pour les concevoir. Du coup, l'idée de WITRAM, c'était de cumuler nos compétences respectives pour arriver à réfléchir les produits encore plus globalement, puisque moi, je n'avais pas de compétences en réparabilité, parce que c'est vraiment un métier complètement différent de la production et des compétences complètement différentes. Et voilà. Et d'où le fait d'avoir créé WITRAM et aujourd'hui d'essayer de traiter les problèmes liés à la durabilité et au cycle de vie vraiment dans leur globalité, et pas seulement à la conception ou à la réparation, mais d'avoir une vision stratégique beaucoup plus large et une proposition de valeur beaucoup plus large aussi avec les gens de qui on reçoit des demandes, qui sont des demandes toujours très différentes et très challengeantes. Merci Camille pour cet éclairage sur Wimeka Factory et son écosystème. Alors quand on vous écoute tous, on sent qu'il y a, on va dire, un dénominateur commun, c'est la durabilité du matériau de base. Effectivement, on ne peut envisager de le conserver longtemps, de le réparer, voire de l'upcycler que si, à la base, effectivement, on a un matériau qui est durable par opposition à celui qui va peut-être circuler et terminer en élimination. Du coup, Gaëlle, je crois que vous avez travaillé justement sur cet aspect durabilité, parce qu'en matière de protection de l'environnement et d'économie circulaire en particulier, il est toujours très important de mesurer, effectivement, pour se garder des fausses bonnes idées. Alors, comment est-ce qu'on évalue la durabilité d'un matériau? Alors, effectivement, c'est un sujet assez important, et puis même, vous l'avez dit, un peu même en amont de tout ça. C'est un sujet tellement important qu'aujourd'hui, on a parlé de l'AGEC, j'irais même jusqu'à l'ESPR, qui est équivalent européen, qui arrive aujourd'hui. Ça fait beaucoup d'acronymes. AGEC, bon, je pense que tous ceux qui nous écoutent. Règlement éco-conception, voilà, pour la traduction française. Ouais. Et ces règlements-là imposent beaucoup de choses, et c'est très bien, on avance dans le bon sens, mais parfois elles ne donnent pas tout de suite, pas encore, la méthodologie pour le faire.
C'est un peu le cadre du projet Durabi qu'on a mis en œuvre à l'IFTH il y a maintenant 2 ans et demi, pour répondre à ces contextes réglementaires, à ces enjeux, à ces besoins du gouvernement, mais aussi de toutes les institutions qui sont sur le sujet, comme les écomodulations de Refashion, de l'éco-organisme, ou encore le PEF, le Project Environmental Footprint, donc l'empreinte environnementale au niveau européen. C'est autant d'initiatives qui avaient besoin de données concrètes, qui avaient besoin de méthodes. Et donc, avec Durabi, on a eu la volonté d'apporter en consortium, c'est un projet qui est piloté et porté par IFTH, mais qui s'est passé et déroulé en consortium, en collaboration avec un académique, l'ANSES, avec d'autres laboratoires partenaires, dont SGS notamment, experts dans le textile aussi, et avec des marques expertes, des marques en avance, un peu pionnières sur la durabilité, comme Decathlon, Lacoste, Chantel, Factory Daily, et un socle, une commission marque de 80 marques qui, elles, nous ont aidés à guider les choix, appuyer les décisions, fournir les produits nécessaires et nous accompagner dans cette avancée. L'objectif de Durabi, c'était d'apporter donc une méthode de mesure de la durabilité des produits textiles, que ce soit de l'habillement ou que ce soit du linge de maison, du linge de lit, avec lesquels on est en train de terminer actuellement. Et dans cette méthode, on va aller proposer quels sont les essais nécessaires et suffisants à réaliser, qui ne sont pas toujours les mêmes que la qualité initiale. C'est 2 problématiques différentes. Et c'est la philosophie qu'on s'attache à expliquer aussi un petit peu aux instances, aux consommateurs. Il y a 2 points de vue différents et durée dans le temps, c'est un petit peu différent de quel colorant, quel produit je vais choisir en qualité initiale. Durée dans le temps, ça va être à l'usage. Et là, c'est intéressant d'aller se tourner vers les consommateurs pour savoir leurs besoins, leurs attentes, leurs problèmes. Pour quelle catégorie de vêtements. On n'a pas les mêmes problèmes sur un pull que sur un pantalon. Ça paraît simple parce qu'on est tous consommateurs, donc ça paraît un petit peu être le b.a.-ba. Néanmoins, il fallait le chiffrer. Il fallait avoir des informations quantitatives, fiables et robustes. Et c'était le rôle de Durabi, d'alimenter tout ce qui se passe en ce moment avec des données robustes. C'est notre mission aussi en tant que IFTH, notre mission d'intérêt général. Et on est allé chercher auprès des consommateurs toutes ces choses-là pour faire remonter un petit peu les besoins. Et on a créé des enquêtes nationales sur lesquelles on a eu, alors je vais réajuster avec la dernière, 43 800 retours. Donc beaucoup de consommateurs qui ont répondu. Une enquête d'envergure pour un projet d'envergure. C'est un projet assez inédit, unique en Europe, unique au monde même, parce que on est allé tester des vrais produits du marché, 350 références, 30 par catégorie, sur un nombre incalculable d'essais physiques en laboratoire, donc des vraies données concrètes et pas que modélisées. Donc on est allé vraiment travailler sur 10 000 tests, 70 000 tests unitaires, 10 000 produits unitaires qui ont été éprouvés dans nos laboratoires et dans ceux des partenaires. Ça nous a permis d'acquérir vraiment une base de données qui nous a aussi permis d'étudier le comportement des produits de chaque catégorie. Les chemises, elles se comportent comme ça sur tel test, tel test, tel test. Les pulls, ils se comportent comme ça. Et d'aller ajuster notre méthodologie à chaque fois pour chaque test. OK, c'est ce test qui est pertinent, c'est ce stade de lavage, c'est ce seuil. Et on a pu aller régler un petit peu tous les paramètres de chaque catégorie de produits pour créer demain une norme. Donc standardiser ces process, permettre qu'ils soient répétables, reproductibles au sein des laboratoires pour tout le monde, toutes les marques, et définir comme ça les règles du jeu. C'était un peu notre mission. Voilà. Quelles sont les règles du jeu génériques qui vont être vraies pour toutes les marques, tous les produits, et pas que la France. C'est aussi les entrants qui vont être soumis aux mêmes règles. Et c'est là où c'est assez important et intéressant aussi. Alors, on se rend compte que c'est assez pléthorique. Vous avez testé beaucoup de produits, beaucoup de tests sur chaque produit. Ouais. Ça fait une masse de données énorme. Combien de temps est-ce qu'il a fallu pour recueillir tout ça? Alors, c'est assez, effectivement, alors de ma petite carrière de chef de projet, on n'avait jamais vu un projet d'une envergure pareille avec autant d'organisation et de méthodes à acquérir. En tant que porteur et pilote, c'est vrai que là, on n'était pas simple partenaire à avoir juste un savoir-faire. On était vraiment au cœur de toute la méthodo. Et on a dû mener ces 12 campagnes vraiment en cascade et en parallèle dans chaque laboratoire. Donc, on avait 3 laboratoires déjà en interne et puis avec nos collaborateurs. Mais il fallait préparer, donc laboratoire de préparation des échantillons. En parallèle, le laboratoire physique qui va faire les essais de destruction, j'allais dire,
et le laboratoire chimique qui va faire tous les essais sur les couleurs, les choses comme ça. Et ces 3 laboratoires tournaient en même temps et en parallèle et en cascade. Donc 3 campagnes préparées en même temps, qui tournaient en même temps. Et pour anticiper tout ça, la première action que j'ai dû réaliser dans le projet, c'était de commander, j'allais dire, de demander aux partenaires de nous envoyer très vite des produits représentatifs du marché avant même de savoir presque où on allait aller pour qu'il y ait le temps les délais d'approvisionnement, de stockage, de préparation, de traitement en interne. Et pour anticiper, c'est ce que j'ai fait. On est allé un petit peu rapidement demander tous ces produits à toutes les marques, embarquer avec nous toutes ces marques. Et donc, ça a été un travail vraiment de fourmi et de pionnier aussi pour aller convaincre ces 80 marques, les emmener avec nous. Et on a été vraiment, et on est encore surpris de leur engouement, parce que c'est ça la réussite de Durabis, c'est vraiment l'engouement, le collectif qui a fait que tout était motrice pour avancer sur ce projet. Bien que demain, ça leur demande de faire des essais, mais ils étaient tous... Justement, qu'est-ce qui a provoqué leur engouement? Pourquoi finalement ils ont un intérêt? Parce qu'en fait, ils ont tous ce besoin commun de faire des choses sensées. Et c'est vrai que c'est pas facile aujourd'hui. Chaque marque va avoir son cahier des charges pour la qualité initiale. Et c'est son nez, j'allais dire, pour étudier la durabilité. Mais c'est un sujet tellement prégnant et on l'a dit, et tellement qui concerne tout le monde que chacun se pose les mêmes questions. Et donc, l'idée était allée c'est pour ça qu'on parle de normaliser, de créer un standard pour que tout le monde ait la même réponse, le même outil, la même façon de faire et qu'on puisse se comparer. Et du coup, c'est ce besoin de monter en compétence, de disposer d'outils clairs, de comprendre le sujet. Mais il y a des trucs très simples à comprendre et qui sont au fond pas si simples. Qu'est-ce que c'est qu'un article de sport? Comment on le définit? Un sweat, c'est du sport, c'est pas du sport. Si je peux le mettre pour le télétravail, est-ce que c'est du sport? Mais si je sors avec, finalement. Enfin voilà, donc toutes ces questions, on a vraiment retourné toute la profession dans ce projet, toutes ces questions fondamentales et ramener au sens du qu'est-ce que c'est pour le consommateur. C'est vraiment, on a retourné en fait la caméra du concepteur et du créateur à ok, mais le consommateur, qu'est-ce qu'il en pense? Et ces marques qui ont participé, vous leur remontez l'information? Oui. Oui. Et vous savez ce qu'elles en font? Alors, on a eu une dizaine, 11 bientôt, 11 commissions marques en distanciel et en présentiel pour déjà montrer tous nos résultats, expliquer où on en est, les choix qu'on fait, faire voter. Vous êtes d'accord? Pas d'accord? On garde ces essais, c'est la liste qu'on propose. Pour ces raisons-là, est-ce que ça vous convient? Donc, il y a eu des votes. Et on leur a aussi envoyé leurs résultats sur leurs propres produits, bien évidemment. Donc, ça, pour eux, c'était vraiment riche et puis une gageure aussi de robustesse. Donc, ils ont pu se positionner, ils ont pu comprendre, on les a beaucoup accompagnés parce qu'en fait, tout le monde n'est pas ingénieur textile, moi-même, je ne le suis pas, et tout le monde n'est pas qualiticien, donc c'est pas forcément toujours aisé de lire des résultats de tests, c'est pas toujours forcément aisé de comprendre à quoi sert un marquandage. Donc, du coup, on les a aussi aidés à monter en compétences, accompagnés à la lecture de résultats. Et on a réfléchi ça tous ensemble, finalement. Et aujourd'hui, on a les premiers témoignages qui ressortent parce qu'on travaille sur la clôture de l'événement et on va montrer quelques témoignages. Et j'ai eu la chance d'entendre cette marque que je vais citer parce que voilà, donc on a travaillé avec New Wave. Donc c'est pas forcément que des marques B2B, on a aussi B2C, pardon, on a aussi New Wave qui fait du B2B. Et il nous a témoigné des choses très fortes sur sa satisfaction sur Durabis, comment ça l'a lui aidé personnellement, mais comment ça a aidé l'entreprise, comment ça a aidé les consommateurs, des clients qui revendent leurs produits aux consommateurs. Et c'était très satisfaisant d'entendre forcément un témoignage comme ça pour moi, pilote du projet, mais c'était même une découverte de voir à quel point finalement au sein d'une entreprise, c'est aller bouger des cases et ça leur donne des billes aussi pour leur propre direction monde, leur propre, parce que ça, on n'y pense pas. Ouais, on n'y pense pas. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que ça ouvrait les portes à une norme. À quoi est-ce qu'elle s'avérait cette norme? Alors, cette norme qui sort à la fin d'année, elle est en consultation publique aujourd'hui auprès du BNITH, donc le Bureau de normalisation des industries textiles alimentaires. Cette norme, c'est le résultat de tout ce travail collaboratif. C'est un standard, c'est une méthode. Donc, c'est pas obligatoire, c'est une proposition d'avoir quelque chose de standard, de réfléchi, construit, et qui permette de se conformer en tant que marque. De dire, ok, moi je veux prendre la méthode, comme ça je peux me comparer, je peux avoir quelque chose de clair et je sais où j'avance. Donc cette norme, elle sort aujourd'hui dans ses principes génériques et puis pour le t-shirt, le cas appliqué du t-shirt. Et quand elle sera validée, on déclinera toutes les autres pour accompagner l'industrie dans cette méthode. Cette méthode, elle a pour but pour chacun
d'avoir une note déjà, de pouvoir se positionner déjà avec l'existant. Mais demain, de pouvoir positionner les produits, les futurs produits, et de dire, OK, j'ai amélioré ma durabilité sur mes produits, ou de savoir sur quoi améliorer son produit, si c'est l'abrasion de la matière ou si c'est finalement les accessoires. Enfin, voilà, de cibler aussi les points faibles peut-être pour améliorer demain. Ça veut dire quoi? Que demain, on peut imaginer que aujourd'hui, si une norme est un accompagnement, demain, ça puisse devenir une contrainte, c'est-à-dire en gros que un produit qui respecte la norme, on le met sur le marché, et un produit qui ne la respecte pas, on lui refuse la mise sur le marché. On pourrait imaginer ça? On peut imaginer. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas encore une démarche obligatoire. Aujourd'hui, c'est vraiment pour accompagner. C'est pour cartographier un petit peu le marché. Mais oui, il y a une démarche vertueuse cachée derrière tout ça. Il y a une démarche de faire toujours mieux. Mais il y a aussi une démarche surtout de surveiller ce qui rentre sur le marché français. Je parle de France, c'est vrai aussi en Europe, maintenant, depuis cette année. Et Durabi, la norme en tout cas qui découle de Durabi n'est qu'un facilitateur, un apporteur de données, un conseil. Mais la norme qui va en découler va permettre effectivement aussi demain à la DGCCRF de contrôler des produits. C'est possible. Elle a été pensée comme ça en tout cas sur produits finis pour ça. Et elle va permettre peut-être aussi de fixer des seuils ou en tout cas d'aller surveiller ce qui se passe sur le marché. Et c'est un bon point. Vous parlez de contraintes, moi je pense que c'est plutôt en faveur des marques françaises. Oui, ça fait écho à ce qu'on peut trouver sur d'autres secteurs, je pense notamment aux jouets pour les enfants, voilà, effectivement, où on peut importer certains produits et pas d'autres. Exactement. Avant qu'on continue donc à discuter des questions de mesure, je propose qu'on prenne deux questions concernant donc, Durabi spécifiquement, de Maureen Sol, ou Solé, désolé si j'écorche. Bonjour, vous avez créé des standards aussi sur les EPI. Alors, avec des normes plus contraignantes pour l'interrogation, des EPI. Alors, donc équipement de protection individuelle. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas créé de standards sur la durabilité physique des EPI. Il y a plein de standards sur les EPI, mais c'est sur le fait qu'ils assurent bien leur rôle d'EPI, qu'ils protègent bien le porteur. Et ça, ce sont les standards propres aux EPI. Sur la durabilité physique, le fait qu'il dure comme tout autre produit textile, on n'est pas encore allé dedans. Parce que souvent, alors si c'est des vestes, on pourra faire tout à fait les tests qu'on recommande pour des vestes, par exemple. Demain, il va falloir qu'on s'y penche, qu'on se penche dessus, qu'on propose des choses. C'est pas idiot, c'est un marché sur lequel on n'est pas encore allé, mais où on pourra dupliquer des choses. Par contre, dès qu'il va s'agir de petites pièces, de gants, de choses comme ça, il va falloir aller réfléchir un peu plus par rapport à tout simplement la quantité de matière disponible pour faire des essais. Sur un gant, c'est plus compliqué. Donc, il y a des choses effectivement sur lesquelles il va falloir se pencher pour étudier la durabilité du produit au-delà de comment il assure la protection. Ça existe déjà. Très bien. Merci pour ces éléments de réponse. Donc, je le disais, effectivement, l'idée, c'est de mesurer, de voir si effectivement les actions qui sont entreprises sont réellement bénéfiques. Et vous, donc Bénédicte et Louise, vous avez travaillé toutes les deux sur la question de l'impact carbone et de savoir si effectivement il était intéressant, dans une analyse de cycle de vie, de réparer les produits plutôt que de les remplacer. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire part de votre éclairage, voir effectivement ce que ça donne? Oui, alors on va vous présenter l'étude. Pour la petite histoire, en 2022, nous, on a sorti nos premières analyses de cycle de vie qu'on avait fait avec une tierce partie, puisqu'on n'était pas encore équipé à l'époque d'un outil pour le faire en interne. Et puis, Goodloop avait une idée. Goodloop avait pour idée d'aller regarder quel était l'impact d'une réparation par rapport à un achat neuf. Et donc, pour faire ça, il faut pouvoir partir d'une analyse de cycle de vie. Il faut pouvoir partir d'un produit. Comme Goodloop ne fait pas de produit, ils n'avaient pas d'analyse de cycle de vie produit chez eux. Et donc, ils nous ont proposé de nous associer sur ce projet. Et c'était un sujet qui nous intéressait beaucoup aussi, puisqu'on a également un atelier de réparation. Et donc, on est très vite partis ensemble pour réfléchir sur ce sujet-là. Et si je peux rajouter, effectivement, pour Goodloop, nous, c'était essentiel parce qu'on était au début de notre activité. Et il est essentiel pour nous de comprendre si notre cœur de métier, la réparation, avait un impact mesurable et quantifiable pour servir l'industrie outdoor, et notamment sur une réparation typique, qui est la fermeture éclair, qui est la réparation la plus effectuée chez nous. Les réparables, j'imagine que c'est aussi un sujet clé, qui est une pièce qui peut céder assez vite et de manière fréquente.
Et ça, on l'a pas sorti du chapeau. En fait, on est vraiment allé regarder, on est vraiment allé interroger nos consommateurs et les clients de Goodloop sur les types de réparations qui faisaient le plus, que ça soit chez nous ou ailleurs. Quelle était la partie des vêtements qui cassait le plus vite. Et en fait, on s'est aperçu, grâce à cette étude, que sur toutes les personnes qui faisaient appel à un service de réparation, il y en a 40% qui le font pour un problème de zip. 40%. Donc, c'est vraiment la réparation qui est le plus représentative de ce qu'on fait dans les ateliers. Je vais poser une question qui peut paraître bête, mais pourquoi est-ce qu'on continue à mettre des zips et qu'on ne les remplace pas par des scratchs? Alors, dans la pratique outdoor, je vous mets au défi, en pleine tempête de vent dans la neige, d'avoir une veste fermée avec des scratchs. En fait, l'avantage d'un zip. Je fais pas beaucoup de sport de montagne. Mais même avec un temps pareil, hein, avec du vent et tout ça, l'avantage d'un zip, c'est que ça protège du vent, donc il y a la protection du vent et l'imperméabilité aussi, parce qu'on parle beaucoup de zip étanche sur les vêtements techniques, et donc une imperméabilité parfaite au vent, à la pluie, et qui permettent d'avoir une pratique optimisée et confortable. Et d'ailleurs, le produit qu'on a étudié, c'est le produit que vous voyez là sur cette slide, c'est une veste. Donc, c'est une 3 couches Gore-Tex, une protection assez simple dans sa construction. Mais voilà, on parle quand même d'une veste imperméable. Donc, il y a une membrane, il y a des coutures qui sont thermosoudées. Donc, il y a des bandes étanches sur toutes les coutures pour que l'eau ne s'infiltre pas. Tous les zips sont étanchés. Donc, voilà, c'est quand même… alors, il n'y a eu aucun effort d'éco-conception sur cette veste au moment où on l'a étudiée. Donc, c'est une veste qui a quand même un impact environnemental qui est assez important à la base. Et ça, c'est important de le souligner parce que dans l'étude, ça va avoir son importance. Oui, effectivement, du coup, on se dit que la remplacer, ça coûte entre guillemets cher au niveau environnemental. Alors, c'est une veste de mémoire. Hein, elle est encore sur notre site, donc vous pouvez aller voir, mais de mémoire, elle est à plus de 400 € PVP. Donc, c'est quand même un investissement. C'est pas une. Voilà, c'est le prix de vente public. D'accord, pardon, merci. Mais d'où sort-il celui-ci qui ne connaît rien aux acronymes et qui propose de remplacer des Excusez-moi. Non, mais écoutez, l'objectif c'est d'être inclusif, effectivement. Donc, prix de vente public, merci. Et donc, c'est cette veste qu'on avait, sur laquelle on avait fait notre première analyse de cycle de vie. Et donc, c'est sur celle-ci qu'on s'est proposé de lancer l'étude avec Goodloop. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, on a voulu simuler la situation suivante. C'est que vous achetez cette veste et puis, au bout de 4 ans, le zip principal lâche. Au bout de 4 ans, puisque c'est la moyenne pour les personnes qui ont répondu à notre sondage, au bout de 4 ans, quand ils ont un problème, le zip lâche. Ce n'est pas une vérité, hein, c'est des statistiques. Donc, le zip lâche, 2 solutions. Soit vous faites réparer, soit vous rachetez une nouvelle veste. Et ce sont ces 2 scénarios qu'on a étudiés. Donc, dans un premier cas, on a besoin de 2 vestes, puisqu'on en a acheté une, elle a cassé, on en rachète une. Et puis, dans le deuxième cas, on a acheté une veste, on a modélisé la réparation, les pièces détachées nécessaires, donc l'approvisionnement en pièces détachées, etc., la réparation, et le client a pu repartir, le transport, merci, et le client a pu repartir avec sa veste. Et juste, Bénédicte souligne un point important, c'est que dans l'ACV, l'approvisionnement des matières pour réparer a aussi été intégré. C'est-à-dire, nous, Goodloop, quand on achète le zip étanche pour réparer, il est intégré dans ce scénario de réparation. Donc, c'est vraiment complet du début à la fin. Et donc, on a… Non, pardon, c'est moi. Du coup, on a comparé ces 2 scénarios et le résultat a été assez flagrant. C'est que on s'aperçoit que sur les 4 critères d'impact qu'on a étudiés, la réparation est au moins 44% moins impactante qu'un achat neuf. Donc, c'est quand même colossal, c'est important, c'est très significatif. Donc, dans les conditions de l'étude, il vaut mieux réparer au lieu de remplacer. Et donc, ça, c'était vraiment voilà, c'est ce qu'on voulait. En fait, on le savait, on s'en doutait que ça serait meilleur, mais on voulait le chiffrer. On voulait le chiffrer. Et après ça, on s'est dit, mais on avait pris par souci du positionnement de nos 2 ateliers, on avait pris une distance entre la personne qui possède la veste et l'atelier de 200 km, ce
qui représente à peu près la zone des Alpes. Et on s'est dit, mais jusqu'à combien de kilomètres est-ce qu'on peut s'éloigner entre l'atelier et l'utilisateur? Jusqu'à combien de kilomètres est-ce qu'il est préférable de réparer sur nos 4 critères d'impact plutôt que de remplacer? Et donc, on a fait varier ce 200 km pour voir jusqu'où on pouvait aller. Et là, on s'est aperçu qu'on pouvait aller jusqu'à 1400, 1175, je vois pas, 1175 km. On voit le rayon. Voilà, et donc vous voyez le c'est rayon important. sur la carte, et c'est donc assez important. Et donc, ça veut dire qu'une personne qui est basée dans les pays de l'Est, là, à l'Est de l'Europe, a encore plus, a toujours un intérêt à faire réparer, toujours un intérêt environnemental à faire réparer. Et économique, donc, parce qu'en plus de ça, on a compris que ça allait coûter moins cher. Oui, la réparation, c'est d'un zip étanche, de mémoire, c'est 90 €. Voilà, je vous ai donné le prix de la veste tout à l'heure. Effectivement, économiquement, il vaut mieux faire réparer. Et puis, c'est intéressant aussi parce qu'on sait très bien que on a beaucoup tendance à parler du transport comme très impactant écologiquement parce que c'est tangible dans la vie de tous les jours. Seulement, dans le textile, aujourd'hui, on voit de plus en plus, et ça devient de notoriété publique, c'est que la production représente plus de 50% en fait, de l'impact carbone, bien plus. Et le transport est anecdotique. Et donc, des consommateurs nous ont déjà posé la question, mais je fais transporter qu'un colis. Alors, bien sûr, nous, on encourage à regrouper les commandes avec des amis ou de la famille qui ont aussi des vêtements à réparer parce qu'on a tout intérêt aussi à réduire l'impact du transport. Mais sur de la réparation, du transport individuel de colis est largement plus bénéfique plutôt que de racheter un vêtement neuf. Donc, c'est aussi important de remettre un peu les choses dans les bonnes cases parce qu'on fait souvent un peu la confusion et c'est important. Le fret, chez nous, ça représente 4% de notre bilan carbone. 4. Quand le produit en représente 95. Oui, on en revient effectivement à la question de départ qui était l'impact environnemental même des matières que vous utilisez, pas nature, mais qui sont aussi, du coup, on l'a compris, gage de durabilité et de performance dans les sports outdoors, ce qui reste quand même évidemment essentiel. Alors, on a pas mal parlé évidemment des aspects environnementaux, et c'est normal, c'est ce qui nous occupe beaucoup autour de cette table. Néanmoins, dans une logique, on va dire, de développement durable, je rappelle, économique, social, environnemental, j'avais voulu revoir avec vous la question économique, parce que aujourd'hui, faire vivre la réparation, on comprend que c'est intéressant pour le consommateur final. Ça ne peut être pas forcément naturellement pour le fabricant de vêtements, parce que lui, il pourrait être tenté effectivement de vouloir vendre davantage. D'ailleurs, beaucoup effectivement de marques fonctionnent sur ce modèle. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre des partenaires, quelque part pour gagner en visibilité? Parce qu'en toute honnêteté, vous l'avez tous bien compris, je ne suis pas spécialiste à la base des textiles et de l'habillement. Je ne connaissais pas Good Loop. Comment est-ce que vous arrivez à vous faire connaître et comment est-ce que, par exemple, des enseignes peuvent être votre relais? Est-ce qu'ils y ont un intérêt ou comment ils y retrouvent un intérêt? Ouais, c'est une question assez intéressante. Effectivement, aujourd'hui, on a un ancien modèle de vente qui était, moi, je suis là pour vendre. Donc, en fait, la réparation vient me freiner dans mes ventes. Or, aujourd'hui, on a des exigences de consommateurs qui évoluent énormément. Et notamment, il y a une étude de d'Ipsos qui est sortie en 2022 sur l'industrie outdoor et les nouvelles tendances. Et aujourd'hui, des chiffres démontrent que 70% des consommateurs et des pratiquants intègrent la durabilité dans leurs critères d'achat. Donc, quand ils achètent un produit, ils vont se renseigner sur la marque, comment elle agit sur ses produits, quel service après-vente elle propose. Donc, ça, c'est un facteur clé. Et la deuxième chose aussi dans cette étude, c'est qu'on a presque plus d'un tiers des pratiquants qui estiment que la marque devrait proposer la réparation à vie. Donc, il y a une vraie notion de durabilité qui arrive de plus en plus dans les exigences des consommateurs. Et aujourd'hui, nous, quand on travaille avec les marques, on est convaincus et on essaye aussi de les accompagner là-dessus, que la réparation est un vrai levier de notoriété et de fidélisation client. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dans un magasin acheter une veste liée. Vous savez que le magasin, si c'est plus sous garantie, il a une solution de réparation à vous proposer. Ou que la veste liée vous propose une réparation sur les produits pour pouvoir la garder plus longtemps. Et bien sûr, en tant que consommateur, on a l'envie de poursuivre avec ce magasin. Et aujourd'hui, il y a un enjeu fort au sein des enseignes et des marques, c'est l'expérience client.
l'expérience client qu'on perd parfois en magasin, en digital, et d'avoir cette notion de post-achat. On suit notre consommateur après l'achat, c'est essentiel pour se démarquer des autres acteurs de l'industrie. Et on le voit que certains acteurs s'essoufflent, qui sont un peu sur un modèle un peu archaïque, alors qu'on a aujourd'hui une image très communautaire des marques, d'engagement, de durabilité. Et plus on va dans ce sens-là, plus on a des chances de pérenniser en fait sa clientèle. Merci à vous pour cet éclairage économique que je vous propose de continuer avec vous, Camille. Vous disiez tout à l'heure, effectivement, bon, que vous aviez finalement plusieurs lignes, entre guillemets. Il y a des très petites séries. De l'autre côté, il y a des gisements importants que vous essayez de massifier, on va dire, dans une logique d'industrialisation. Ça nécessite une certaine agilité, une capacité d'adaptation par rapport à un modèle industriel, entre guillemets, simple. Rien n'est simple, mais là, vous rajoutez quand même une sacrée complexité, effectivement, au process. Quelle est la rentabilité de tout ça? Alors, justement, l'objectif, c'est en fait, sur le upcycling, on est une prémisse de l'industrialisation. Et justement, l'objectif, c'est de trouver des solutions qui n'existent pas aujourd'hui pour arriver à rendre tout ça possible. Donc, on travaille beaucoup sur la digitalisation, sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans le processus de production, sur l'agilité, sur la formation des gens qui travaillent pour nous, qui sont extrêmement polyvalents, parce que du coup, faire de l'upcycling, ça sous-entend de travailler des matières très différentes, alors que très souvent, les ateliers de production sont très spécialisés. Donc voilà, c'est une intelligence globale et c'est pas agir juste sur un point, c'est réfléchir à la globalité pour essayer de trouver des solutions qui englobent toutes ces problématiques-là. Alors tout à l'heure, vous nous parliez quand même d'un bon volume d'affaires, quand vous avez cité 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Aujourd'hui, donc les matières que vous transformez, les textiles que vous transformez, que vous upcyclez, quelle est leur cible? Qui vous les achète? Comment ça se distribue? Quelle est la population qui est intéressée? Effectivement, au-delà, on a compris, de certaines obligations pour les organismes publics d'avoir une part de 20% dans leurs achats issus du réemploi. Alors, je pense que, en fait, sur l'upcycling, aujourd'hui, ça reste des collections qui sont un peu des collections capsules, qui permettent aux acheteurs, soit de marques, soit effectivement de collectivités, d'arriver à intégrer cette typologie de produits dans leurs achats. Aujourd'hui, les achats de volume n'existent pas, mais parce qu'ils doivent passer par des marchés publics, et ces marchés publics sont en train de s'écrire et on est en train d'y répondre. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a un enjeu de réemploi dans les marchés publics des collectivités qui respectent cette obligation-là, parce que ce n'est pas le cas de toutes les collectivités publiques. Et du coup, c'est vrai qu'actuellement, en tout cas, les acheteurs de cette typologie de produits sont soit des collectivités, soit des marques, soit des fabricants aussi, qui eux-mêmes ont cette problématique de qu'est-ce qu'on fait des déchets textiles en fin de vie. Par exemple, la société DMD France, qui est un fabricant de pays. On a travaillé avec eux sur toujours cette même problématique de comment réutiliser ces produits qui ne sont pas recyclables. On a développé ensemble un produit qui est une lunchbox, qui est aujourd'hui un outil par lequel ils communiquent sur le fait qu'ils ont un engagement social aussi sur leurs propres produits. Et en fait, on vient servir leur engagement en leur proposant des solutions qu'ils n'ont pas, puisque eux, ils ne savent que produire, ils ne savent pas upcycler. J'ai pas compris, lunchbox, c'est une boîte repas littéralement. Oui. Et du coup, quel est le lien? Excusez-moi. Parce qu'en fait, pour le coup, les EPI, dans ce qu'ils produisent eux, ce sont des vêtements qui sont dédiés aux gens qui travaillent dans les fonderies, donc des vêtements qui sont dédiés à la chaleur, à se protéger de la chaleur. Oui. Et du coup, ils protègent aussi, ils protègent de la chaleur, mais du coup, ils gardent le froid. Donc, par définition, l'utilité, c'était de garder le froid, donc on en a fait une autre chose. D'accord. Donc, il y a une intelligence des matériaux qui est réexploitée, effectivement, du coup, upcyclée. D'accord. C'est pas juste une matière. Souvent, en tout cas, dans les vêtements de travail, il y a une fonctionnalité derrière, donc on essaie de la réutiliser, mais de l'appliquer à autre chose. Voilà. Il y a une quasi-ingénierie, effectivement, de l'upcycling. Oui, beaucoup de créativité.
Je vous propose qu'on continue avec vous, Philippe, sur la question économique. Quel rationnel économique, un peu la même question finalement, quel rationnel économique est-ce que vous trouvez dans un engagement en faveur de l'économie circulaire chez Serge Ferrari Group? Alors, le sujet est vaste. Hein, en fait, le sujet économique, ça dépend en fait des marchés auxquels on s'adresse. Et chaque marché est particulier en fait. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que souvent on associe, on pense que utiliser des matières recyclées ou recyclées peut conduire à des produits moins chers, ou que le procédé va être moins cher. En fait, derrière cette étape de recyclage, il y a beaucoup de technicité. Enfin, tout le monde dans notre cas, parce que nous, on vend avant tout des produits techniques, hein, avec la fonctionnalité, comme je disais tout à l'heure, hein, la mécanique, la durabilité, etc. Et donc derrière, il y a énormément de techniques associées au développement de cette éco-conception. Et tout le travail que l'on doit faire, c'est que cette technicité doit rester dans un cadre économique viable et bien sûr acceptable par le marché. Parce que autant dans le passé, on va dire, lorsque Serge Ferrari a travaillé sur cette éco-conception, comme je l'ai dit, c'est l'ADN du groupe, hein, l'éco-conception. On était un petit peu avant-gardiste dans ce domaine. Maintenant, c'est devenu une nécessité. Clairement, ce qui était avant un avantage, maintenant devient une nécessité. Et beaucoup de nos clients, dans chacun de nos marchés, demandent en fait qu'est-ce que l'on fait et demandent des produits qui ont une éco-conception à la base et contiennent de la matière recyclée ou des produits recyclés. Donc maintenant, c'est devenu, on va dire, une obligation. Et donc, bien sûr, c'est une obligation, mais tout en ayant une exigence aussi de performance et de coût sur les produits. Et donc, tout le travail que l'on doit mener, en gros, on regarde marché par marché, doit être de fabriquer des produits éco-conçus qui intègrent la matière recyclée tout en respectant, on va dire, les exigences du marché. Ceci dit, c'est assez complexe, parce que comme je disais, développer des procédés et des produits qui sont éco-conçus en ayant les mêmes performances, c'est déjà un challenge en soi. Hein. Donc, je vous parlais tout à l'heure de notre travail que l'on conduit sur les fils polyester recyclés. Donc maintenant, chez nous, c'est une réalité, mais c'est le fruit de plusieurs années de travaux de R&D avec des partenariats, avec des thèses post-doc, hein, des collaborations aussi, des partenaires. Hein, il y a beaucoup de travail qui ont été menés. Donc, quand on voit une membrane, on ne se rend pas compte de tout le travail scientifique qui a été mené. Et donc, c'est grâce à la compréhension qu'on a pu mener sur la matière et sur les procédés qu'on a été capable d'optimiser et d'augmenter la performance de nos lignes. Et c'est grâce à ce travail-là qu'on peut aussi amener à réduire le coût du produit final recyclé. Donc ça, c'est une première approche. Deuxième approche, il y a tout ce que l'on fait aussi avec des matières, parce qu'en fait, chez nous, chez Ferrari, en gros, l'impact carbone sur nos produits vient en grande partie de la matière. 70% de l'impact carbone vient de la matière. C'est ce que disait tout à l'heure Bénédicte. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas au reste, hein, mais la matière est un gros travail. Oui. Voilà, donc du coup, d'où le travail qu'on fait sur le polyester, c'est en interne. Mais on travaille sur toutes les autres matières qui interviennent dans la fabrication de nos produits. Et donc là, c'est la matière qu'on achète à des fournisseurs, à des chimistes. D'où l'intérêt, l'importance avec des partenaires aussi. Et là, par contre, on maîtrise moins, on va dire, la chaîne de valeur et l'aspect économique. Et l'important, c'est donc d'établir un partenariat avec ces parties prenantes pour les amener à optimiser, eux, de leur côté, leurs procédés pour ensuite rentrer dans la bonne gamme de prix qui est acceptable par le marché. Donc, c'est un vrai challenge, on va dire, technique à la base. Il y a beaucoup de techniques derrière tout ça, mais aussi un vrai challenge de partenariat et de montage de filières, parce que souvent, c'est une nouvelle filière aussi qu'on est en train de créer. La filière du PVC recyclé, actuellement, elle existe pour certains marchés, mais pour les marchés pour de production, elle n'existe pas. Elle est à créer. Et donc, ces partenariats doivent être créés, doivent être suffisamment forts pour amener le partenaire à travailler avec nous et à rentrer dans la marche de ces marchés. Et après, en termes de marché, d'aspect économique, dans certains cas, on va dire, on peut se permettre d'augmenter les prix aussi, parce qu'il y a un surcoût qui est associé. Donc, même si on maîtrise les surcoûts, il y a quand même un surcoût qui est présent. Donc, dans certains cas, on peut l'accepter en interne. Dans certains cas, on doit aussi le faire partager avec nos clients. Et il y a des marchés, en fait, où on peut valoriser cette partie éco-conception. Et donc, là aussi, c'est une question de marché et de client. Gaël, quand j'écoute tous les intervenants et intervenantes autour de la table, j'entends parler de qualité, j'entends parler de performance. Je trouve que ça rejoint pas mal ce que vous avez mené à travers Duravi. Est-ce que aujourd'hui, c'est la seule ou c'est l'un des moteurs en fait de la résilience de l'industrie textile en France, la qualité?
fatalement quelque chose qui sera construit, conçu avec soin, avec précaution, avec toute la qualité qu'on sait bien faire en France notamment. Il va forcément, la qualité, c'est forcément quelque chose qui va impacter sur la durabilité. Plus on travaille sur la qualité initiale, la durabilité a des chances d'être bonne. C'est la performance de la qualité dans le temps, finalement, cette durabilité. Donc, c'est une extension sur une durée d'usage et d'entretien, puisque l'entretien joue énormément aussi sur les défauts qui peuvent apparaître. Et c'est pour ça qu'effectivement, tant les marques qui fabriquent que les consommateurs qui utilisent doivent faire attention, doivent avoir des précautions sur ce produit qui dure. Alors, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, sur lequel je voudrais qu'on revienne. On a parlé d'environnement, on a parlé d'économie, on a encore peu parlé de social, même si on a bien remarqué avec vous, mesdames, donc qui faites de la réparation, que la question des ressources humaines, a fortiori quand on veut réindustrialiser la France, pose question. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des difficultés à recruter en fait des couturières, des couturiers qui puissent effectivement répondre à vos besoins de réparation? Alors effectivement, c'est un sujet clé, le recrutement chez nous. Aujourd'hui, il est essentiel d'avoir des compétences en couture parce que nous, notre expertise, c'est vraiment la partie textile. Dans la formation de CAP couture, aujourd'hui, la réparation n'est pas inclue. Et notamment dans l'outdoor, il y a des spécificités dans la réparation, notamment le collage, la thermosoudure, qui sont plus larges que la couture en tant que telle. Et jusqu'à peu, il y avait peu d'instituts de formation. Donc, on a la chance d'avoir une expertise internalisée et on forme nos nouvelles recrues qui ont un basique de CAP couture et qui viennent se former chez nous sur la compétence de réparation, collage, etc. Donc, l'organisme de formation a été monté l'année dernière via l'AFPA. C'est une formation de réparateur outdoor, donc c'est complètement spécifique à notre métier. Aujourd'hui, c'est des promos de 8 personnes. On est sur la 2e promo cette année, avec parfois aussi des abandons en cours de route durant la formation. Donc, finalement, ça nous fait un vivier très faible de potentielles nouvelles recrues, sachant que c'est des personnes qui vivent partout en France. Donc, il y a une histoire de compétences, une histoire aussi de mobilité. Mais aujourd'hui, nous, on travaille en fait depuis le début ce sujet en interne en formant au sein de nos ateliers nos nouvelles couturières. Et Camille, qu'est-ce qu'il en est chez vous, notamment chez les réparateurs, même problématique de recrutement? Alors, je ne parlerai pas la plus des réparables, c'est pas mon... Oui, pardon, les réparables, excusez-moi. C'est plutôt Blandine, mon associée, qui s'occupe de ça. Moi, sur la confection, alors nous, on est une entreprise sociale et solidaire, donc du coup, on a dans nos valeurs de base d'utiliser notre métier aussi pour participer du coup à un rôle plus social. Nous, on travaille et avec des gens qui sont formés mais qui ont peu d'expérience, des gens qui sont d'école de formation classique, des CAP, etc. Et avec des gens qui sont en reconversion professionnelle, donc qui repartent de zéro également, mais qui ont du coup des compétences très complémentaires. Et on travaille aussi avec des gens qui sont plutôt issus de parcours d'insertion, et notamment des réfugiés qui ont une expérience du coup dans ce métier-là, mais dans leur pays, donc sur des problématiques voilà, liées du coup à l'insertion ici. En fait, de toute façon, quand on cherche à avoir la polyvalence qu'on a besoin d'avoir dans un atelier comme le nôtre, moi j'estime qu'il faut à peu près 3 ans pour arriver au niveau attendu. Donc, à part attendre et former et miser sur des recrues, en fait, on peut juste, c'est à peu près la seule solution. Donc après, on a effectivement, on passe beaucoup de temps à apprendre des tâches spécifiques, etc. Et puis après, ça leur donne beaucoup de polyvalence, mais en tout cas, à mon sens, c'est la base de la qualité justement de ce qu'on peut délivrer, et ça revient à ce que vous disiez du coup sur ce sujet-là, c'est en fait il faut être hyper performant pour arriver à produire ici. Alors, je vous propose qu'on prenne quelques questions, réactions qui s'accumulent dans le chat, notamment à ce dont on parle concernant le recrutement qui implique formation interne au sein d'un organisme. Donc, Thierry Charbonnier qui nous écrit « J'invite les entreprises présentes à ce webinaire
à contacter leurs interlocuteurs à l'OCO2I pour faire part de leurs projets qui vont dans le sens de la transition écologique, dans la mesure où ces projets impliquent un besoin de formation de leurs salariés. Ces entreprises peuvent obtenir un cofinancement FNE actuellement entre 50 et 70% du coût pédagogique. Ça me paraissait important de le rappeler, si toutefois ça allait échapper à ceux qui nous écoutent, mais qui n'ont pas nécessairement pris connaissance du chat. Nous avons un message également de Blandine Barré qui concerne le recrutement des réparables, donc qui nous écoute. Hein. Nous avons beaucoup de demandes car le sens du métier attire sur la compétence. Tout le monde est formé en interne à nanotechnique. Effectivement, la compétence, le sens qui aujourd'hui parle beaucoup aux jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie des sujets qui sont... on est très différents d'un atelier classique. En fait, l'engagement qu'on a fait nous, on a exactement la même chose. On a beaucoup de candidatures. Et en fait, on dit qu'il y a plus de gens dans le textile, mais en fait, il y en a encore beaucoup et qui cherchent juste à avoir un sens qui soit peut-être un petit peu plus grand que simplement de faire et de coudre, quoi. On porte des projets d'entreprise qui sont très parlants pour le recrutement. Et très attirant. C'est ça qui fait la différence. Question pour vous, Louise. Est-ce que l'activité de Good Loop arrive à être rentable? Très bonne question. Alors effectivement, l'économie circulaire ne rime pas avec facilité de rentabilité, ça c'est évident. Aujourd'hui, il y a deux axes majeurs qu'il faut travailler sur l'économie circulaire, c'est le volume et la productivité. Les niveaux de marge sont assez faibles et donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à presque industrialiser les process de réparation qui le sont beaucoup moins qu'en confection. Donc c'est tout un travail qu'on commence à faire depuis maintenant 1 an chez Good Loop. Et la stratégie de volume, bien sûr, c'est l'acquisition de nouveaux clients, de nouvelles marques partenaires, de nouveaux magasins revendeurs avec lesquels on pourra ensemble réussir à changer les comportements des consommateurs pour aller vers plus de réparation au lieu de rachat neuf. Et effectivement, c'est un sujet clé. Aujourd'hui, nous, on travaille un sujet de levée de fonds aujourd'hui pour nous permettre d'accéder à ces moyens de croissance rapides pour atteindre ce seuil de rentabilité. Ça se fera, c'est juste que c'est plus long en économie circulaire par rapport à d'autres industries classiques. J'imagine que tu expérimentes la même chose de ton côté. Et après, je rejoins sur la massification des choses. C'est le principe de l'industrie, c'est que quand on en fait beaucoup, on commence à gagner de l'argent. Quand on en fait peu, on gagne moins. Mais après, en même temps, si on commence pas à en faire peu, on peut pas en faire beaucoup. Et donc, du coup, ça tourne un peu en rond. Donc, voilà. Après, il y a effectivement des marques et des partenaires qui nous font confiance et qui prennent au début l'engagement comme... on travaille pas ensemble avec Millet, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est toutes ces petites pierres mises à l'édifice qui font avancer l'économie globale circulaire. C'est vachement important. Oui, c'est intéressant parce que quand vous parlez de petites pierres qu'il faut assembler, j'ai entendu effectivement parler tout à l'heure du bonus réparation, qui est une petite pierre, également l'obligation pour certaines collectivités d'acquérir des produits issus, ou en tout cas une bonne portion, 20%, issus du réemploi. Donc tout ça sont des pierres, mais il en manque une, effectivement, c'est la massification, l'industrialisation pour arriver à trouver un rationnel économique. C'est intéressant. Question pour vous, Serge, Serge Ferrari, Serge Ferrari Group. Comment organisez-vous le réemploi de vos stocks dormants? Considérez-vous que vos solutions actuelles sont à la hauteur? En recherchez-vous de nouvelles, plus locales, pour l'interrogation? Et c'est une question qui nous est adressée par Tristan Vuillet. En fait, pour tous nos stocks dormants, en fait, on s'adresse là, on regarde vraiment des débouchés sur d'autres marchés, clairement. Donc, on a des filières économiques qui font qu'on peut réutiliser nos produits sur d'autres applications que sont nos marchés traditionnels. Et donc là, on a des filières en fait où on peut replacer nos produits stock dormants, comme vous dites, sur d'autres marchés en fait. Et donc, on a toute une gestion qui est mise en place par rapport à cela. Bénédicte, c'est séparé la réparation. Tout à l'heure, j'ai pu comprendre que c'était une manière de valoriser effectivement ce qui pouvait dormir dans un coin de vos usines ou de vos stocks. Alors, ça ne valorise pas tout, malheureusement. Oui. Parce que de la même façon, on ne fait pas suffisamment de volume en réparation pour pouvoir passer ce stock de composants. Par contre, on le réutilise sur des produits qu'on vend seulement sur certains canaux. Et donc, ça nous permet de faire des éditions limitées, finalement, de produits. Et on utilise ces matières-là pour faire ces produits-là. Très bien.
Écoutez, on n'est pas loin du temps qui nous était imparti pour cette table ronde. Dans le fil de chat, il n'y a pas de questions. Alors j'ai envie de finir par un tour de table un peu global. Savoir qu'est-ce que vous avez retenu de cette table ronde et qu'est-ce que vous désireriez, on va dire, comme accompagnement supplémentaire, réglementaire, législatif, économique, qui permettent de pousser plus loin l'économie circulaire. Alors, je donne des exemples, législatifs, réglementaires, économiques, mais on peut en envisager d'autres. Je vais commencer par vous. Et on va faire le tour de table. On travaille en étroite collaboration, si je puis dire, avec l'ADEME, avec les ministères, le bureau du CGDD, le développement durable. Donc, je ne leur ferai pas passer le message là comme ça, si ce n'est que je suis convaincue qu'ensemble, on trouvera de toute façon une voie pour que la durabilité physique soit intégrée à l'affichage environnemental et que les choses qui comptent pour les consommateurs soient dans le calcul, si je puis dire. Donc ça, c'est voilà, j'ai pas forcément de demande, je réappuie notre engagement en tout cas. Néanmoins, je rebondis sur ce que vous dites parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé effectivement de l'engagement des consommateurs qui consomment des vêtements high-tech, notamment dans une approche nature. On n'a pas parlé des consommateurs plus largement. Là, effectivement, l'étude que vous avez présentée du RABI, elle ne vise pas les modes de consommation. Donc, on parle de durabilité des matériaux, mais on ne parle pas de durabilité de la consommation elle-même. On y est. Durabilité, c'était vraiment sur la durabilité physique. Il faut savoir qu'il y a plusieurs, mais en tout cas, on l'a classifié en deux durabilités. La durabilité qui est propre au produit, qu'on appelle intrinsèque. Donc, c'est durabilité qui apporte une solution pour la mesurer. En parallèle, on a la durabilité extrinsèque. Ouais. C'est un tout autre chapitre. Une nouvelle page blanche, quasiment. En tout cas, plus blanche que la précédente, où là, il y a tout à faire. Il y a aussi un besoin de méthode, il y a aussi un besoin de solutions à plugger pour l'affichage environnemental. C'est aussi quelque chose de très important. Donc, dans Durabilité, on est allé chercher les attentes et exigences en termes de défauts textiles rencontrés à l'usage. Dans la durabilité extrinsèque, il faut aller chercher qu'est-ce qui fait qu'on s'attache, les marqueurs d'attachement à un produit, à un vêtement, qu'est-ce qui fait qu'on les garde, qu'on les chérit, qu'on va les réparer pour demain pousser ça en éco-conception et éviter ce qui fait qu'on ne s'y attache pas du coup par opposition. C'est un nouveau challenge dans lequel on va se pencher très prochainement l'IFTH avec des partenaires et aller creuser ce territoire qui est encore vraiment très peu connu des acteurs du secteur. D'accord. En tout cas, on rappellera effectivement qu'il y a des dispositions légales qui sont en cours dans les tuyaux pour lutter contre la fast fashion et la surconsommation. Et effectivement, donc cette durabilité extrinsèque. Donc, c'est voilà. Comme ça qu'on a. Là, on va commencer par OK, qu'est-ce qu'on a de tangible au niveau du produit. D'accord. Et demain, on essaiera de pousser son côté séduction du consommateur pour qu'il s'y attache plus et voilà, faire changer les mentalités doucement comme ça. Philippe, qu'est-ce qui vous manquerait pour aller plus loin? Alors, clairement, chez nous, chez Serge Ferrari, donc, comme je l'ai dit, la partie éco-conception fait partie de notre stratégie du groupe. Et ce que l'on voudrait, c'est pouvoir valoriser quand même de façon officielle tout ce qu'on peut faire sur nos produits. Et où il y a un petit peu un trou, on va dire, dans le système, c'est un petit peu au terme de label, de certification, parce qu'en fait, alors, il y a des choses qui existent, mais soit c'est des choses qui sont très simples, il y a limite n'importe qui peut se labelliser avec un pourcentage de matière recyclée. Limite, on peut même tomber dans le greenwashing, donc là, la valeur est très très faible. Ou alors on tombe dans des systèmes très complexes, qui sont très lourds administrativement parlant, avec des audits, et très coûteux aussi, donc pour l'industrie. Et donc là, on n'a pas un juste milieu en termes de système de labellisation, de certification, qui vont valoriser les efforts que font les entreprises dans ce domaine de l'éco-conception. Et c'est là, je trouve qu'il y a un trou, et pour nous, il y aurait un besoin d'avoir un système de labels, de certificats qui permettrait de valoriser les efforts qui sont faits pour les entreprises, de valoriser ce travail sans tomber à la fois dans le greenwashing et dans l'autre côté, dans l'extrême, où on rentre dans un système plutôt qui est administratif et coûteux, et du coup, dans lequel on ne s'engage pas parce que c'est trop coûteux qu'on donne un prix exorbitant par famille de produits et qu'on a plus de 1000 produits à la gamme. C'est pas possible pour l'entreprise. Très bien, merci à vous. Je propose qu'on continue le tour de table. Donc avec vous, Camille. Eh bien, moi je dirais que ça serait chouette d'avoir des encouragements des structures qui prennent ce type de risques, que sont
de risques, ce type de direction que sont la réparation, l'upcycling, l'éco-conception, etc. Et qu'il y ait une récompense, qu'on ne fonctionne pas que à l'inverse, en punition de t'as pas fait, mais aussi de venir récompenser des choses. Et puis après, je pense que la collaboration globale qu'il peut y avoir, qui existe déjà entre les entreprises, mais aussi avec des institutions, on parlait de l'OPCO tout à l'heure, voilà, c'est une manière de penser globale, et je pense qu'il faut bien garder ça en tête et pas essayer d'avancer tout seul dans son coin, parce que sinon ça ne marchera pas. En tout cas, incitation, c'est ce que je retiens effectivement de prise de parole. Louise. Moi, ce que je retiens, c'est qu'autour de la table, globalement, on est tous à prendre le sujet à bras le corps, et je trouve ça toujours très énergisant de se retrouver dans cette dynamique-là. Ça pousse aussi certaines réflexions, j'espère, pour ceux qui nous écoutent. Et après, moi, je vois deux choses. On a aujourd'hui un contexte réglementaire qui va dans le bon sens. On a parlé du bonus réparation. Le bonus réparation, il aurait d'autant plus de légitimité, de poids, s'il était un petit peu plus communiqué à la sphère grand public par le fonds Refashion, ce qui était fait l'année dernière, mais en fait, aujourd'hui, il ne faut pas que ça s'essouffle, il faut que ça continue. Et d'un point de vue entreprise, on a des réflexions sur des indices type EcoScore avec la durabilité, la réparabilité qui sont intégrés dans ces calculs de critères. Et aujourd'hui, on attend qu'ils soient mis en place pour qu'on ait effectivement des marques qui, aujourd'hui, on voit qu'il y a un peu de motivation pour la marque, soit les convictions d'avancer dans le sens de la durabilité, ou soit parfois la contrainte réglementaire. Et donc, si ces deux forces s'allient, finalement, ça fait une super avancée pour la durabilité. Merci Louise. Et vous, Bénédicte, pour terminer l'autodate, sachant qu'on a une petite proposition, en tout cas quelque chose qui peut donner une indication, qui nous est proposée par Hervé Vera, donc en ligne, et qui pose la question, y a-t-il un logo en vue pour signifier que tel vêtement est réparable ou pas? Quelque chose là, qui fait d'ailleurs un peu le lien avec tout ce qui a été dit. Je ne crois pas qu'il existe un logo officiel, pas à ma connaissance. J'allais dire, est-ce qu'ils ne le sont pas tous? Normalement, ils devraient tous l'être, ou de plus en plus, et s'ils ne le sont pas, à charge de la marque de repenser le design de son produit pour qu'il soit de plus en plus réparable. Et je voudrais reboucler avec ce que disaient Gaëlle et Louise, parce que aujourd'hui, en tant que marque, on se retrouve à essayer de faire de l'éco-conception avec un système d'analyse, une méthode d'analyse de cycle de vie qui nous est donnée par l'Europe, qui n'intègre pas encore les travaux de Durabi et qu'on aimerait bien qu'ils intègrent les travaux de Durabi. On se retrouve avec un affichage environnemental français qui n'intègre pas les travaux de Durabi et on aimerait bien qu'ils intègrent les travaux de Durabi. Et en tout cas, en tant que marque, on a travaillé pour ça aussi. Et on s'est mouillé pour ça aussi. Donc, on aimerait bien que ça bouge de ce côté-là. Et j'invite aussi toutes les marques qui font de l'analyse de cycle de vie à ne pas s'arrêter simplement à la découverte des résultats, mais vraiment à creuser ce qu'il y a derrière les bases de données. Parce qu'aujourd'hui, on utilise des bases de données qui ne sont pas forcément désagrégées, notamment au niveau de l'Europe, et ça pose vraiment des grosses questions d'interprétation. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est très pragmatique. Merci beaucoup pour votre éclairage. Merci beaucoup pour vos prises de parole à tous et tous. Donc, merci à vous de nous avoir suivis donc, sur cette table ronde, vous avez compris, concernant la recyclabilité et l'upcycling. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la 3e table ronde qui sera, elle, particulièrement consacrée au recyclage et à la valorisation matière issue des déchets textiles. Merci à vous de nous avoir suivis.